Au lieu de parler de maladie, l'hypertension artérielle, c'est plutôt un facteur de risque. Ok. Ce n'est pas en soi une maladie. C'est un facteur de risque cardiovasculaire qui est majeur. Maintenant, l'augmentation peut être due à plusieurs choses. Essentiellement au changement de comportement. Maintenant, les gens sont plus sédentaires, plus obèses et l'alimentation n'est pas équilibrée. Il y a beaucoup de gens qui mangent beaucoup de bouillon, beaucoup de sel. Ce sont les facteurs qui sont incriminés. En plus de ça aussi, il y a la transition démographique. Il y a plus de population. Et avec le progrès de la médecine, ces populations vieillissent plus. L'expérience de vie a augmenté, ce qui fait qu'il y a plus de... qui peut expliquer qu'il y a plus d'HTA. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans 90 à 95% des cas, l'hypertension artérielle n'a pas de cause. Elle est dite essentielle. Maintenant, dans les 5 à 10% qui restent, on peut trouver des causes, notamment des maladies dites du rein ou des maladies endocriniennes, c'est-à-dire des perturbations hormonales, qui peuvent dire ça. Maintenant, il y a aussi des facteurs qui peuvent entretenir ou aggraver l'hypertension artérielle, à savoir l'excès de consommation de sel, le stress, l'obésité et l'inactivité physique. Tout ceci peut contribuer à favoriser l'HTA. Bon, de façon globale dans le monde, c'est les hommes. Mais au Mali, dans les différentes séries, c'est plus une dominance féminine, avec une incidence d'environ 23% dans la population générale. Ce qui fait que l'étude de mars sur les mémoires du docteur Sagara, en mars dernier, sur 1000 patients recrutés, il y avait 63% qui étaient hypertendus. Et la majorité étaient des femmes. Et la majorité, plus de la moitié de ces hypertendus ne se savaient pas hypertendus. C'est ça le souci. La plupart des gens ne savent pas qu'ils sont hypertendus. Ou ils le savent, ils l'ignorent, l'occultent, parce qu'ils n'ont pas d'ici. 23%. 23%. Mais ça diffère selon les séries. Mais on n'a pas une grande étude globale. Ce sont des séries de 1400 autres. Ce n'est pas à l'échelle de la population. On n'a pas une étude exacte. À l'échelle de la population. Voilà, générale. Oui. Non, il peut y avoir quelques signes. Par exemple, on peut avoir des céphalées, des maux de tête, des vertiges, ou avoir des bourdonnements d'oreilles, l'oreille qui siffle, ou avoir des flous visuels. Il y a certains aussi à l'extrême qui peuvent avoir le saignement du nez. Oui. Mais de façon générale, on peut avoir des chiffres très élevés sans manifester des signes. Mais la plupart, c'est quand ils ont des problèmes qu'ils sauront qu'ils sont hypertendus. D'où son nom de tiers silencieux. Non, pas forcément. De façon générale, pour dépister l'HTA, ça se fait de façon systématique. Que ce soit chez les généralistes ou chez les spécialistes, le dépistage se fait systématiquement. Dans toutes les consultations, on prend la pression. Maintenant, les conditions peuvent différer. Maintenant, au cours d'une consultation, si la pression est élevée, maintenant, il faut chercher des moyens pour confirmer. Voilà. Il y a des moyens comme l'automesure. La personne même prend ses mesures à la maison. On explique comment faire. Avec ça, on saura, avec les normes, s'il est hypertendu ou pas. Et il y a aussi ce qu'on appelle la MAPA, la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Ça, c'est une machine qu'on branche. Il va prendre la tension de façon séquentielle pendant 24 heures. Et après l'analyse, on saura si la personne est hypertendue ou pas. Parce que certains, à l'hôpital, à cause du stress, peuvent avoir des chiffres légèrement élevés, sans qu'ils soient hypertendus. Concernant les stades, de façon générale, l'hypertension est classée en 3 stades. Mais récemment, avec les nouvelles recommandations de l'European Society of Cardiology, ils ont revu la classification. Maintenant, on classe pas l'hypertension et la tension, même on a classé la tension en tension non élevée. Ça veut dire qu'une systole qui est inférieure à 120 mm de mercure et une diastole qui est inférieure à 170 mm de mercure. Maintenant, la deuxième catégorie, ça c'est la tension, pas l'hypertension, la tension élevée. Ce qui est compris entre 120 et 140. Et l'autre entre 70 et 90. Maintenant, pour la tension élevée,
c'est vrai qu'il ne faut pas traiter systématiquement, mais il faut voir les cofacteurs de risque. Par exemple, si la personne est diabétique, a d'autres problèmes de reins, autres, il faut évaluer les risques globaux. Maintenant, c'est ce risque global qui va permettre de savoir s'il faut traiter ou pas cette tension élevée. Et enfin, troisième catégorie, ça c'est l'hypertension artérielle. Les chiffres n'ont pas changé, c'est toujours une tension au-delà de 140 sur 90. Le gros souci, c'est ça. Une hypertension non contrôlée ou non traitée peut entraîner des maladies. De façon générale, de la tête aux pieds, partout, parce que le sang part partout. Il peut avoir des atteintes au niveau du cerveau, faire des AVC. Au niveau de l'œil, ça peut entraîner une cécité. Du cœur, ça peut entraîner même une crise cardiaque. Au niveau des reins aussi. Les maladies rénales peuvent être la cause et la conséquence. Ça peut donner l'HTA, et l'HTA peut donner la maladie rénale aussi. Et même au niveau des pieds aussi, on peut avoir des arthropathies oblitérantes des membres inférieurs. Qui peuvent même nécessiter des amputations. C'est-à-dire que partout, ça peut atteindre tous les organes de façon générale. Oui, il y a des moyens. Bon, le principal moyen, c'est la prévention, qui se fait par les régimes hygiéno-diététiques. Ça veut dire avoir une hygiène de vie saine, manger moins salé, plus de fruits, et éviter l'inactivité physique. Pas forcément faire du sport, mais faire une activité physique régulière. Maintenant, si ceux-ci ne sont pas à bout de la pression, il faut l'introduction des médicaments. Et il y a plusieurs médicaments et ça dépend du profil du patient. Le médicament est personnalisé. Ça veut dire que ce n'est pas forcément pour tout le monde, on donne la même chose. En fonction de ton profil, on te prescrit un médicament. Donc malheureusement, on n'a pas de protocole standardisé au Mali. Il y a eu des protocoles, mais de façon pratique, il n'y a pas de protocole standardisé. La plupart ont suivi les recommandations internationales et chacun a sa façon. Il n'y a pas de façon consensuelle de traiter les malades. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est que la plupart des malades qu'on reçoit, c'est à le stade de complications, des gens qui ont développé des maladies. Ce qui fait qu'on ne fait que traiter pour essayer de prévenir, faire de la prévention secondaire, parce que primaire, quand on a fait déjà la maladie, on ne peut plus faire ça. C'est-à-dire éviter que la maladie s'aggrave ou qu'il n'y ait pas de récidive. Et pour ça, on utilise comme les autres toutes les classes thérapeutiques. C'est différent. Parce que moi, dans mon service, c'est un service spécialisé. Il y a la cardiologie de l'autre côté. C'est les mêmes services, mais ça, c'est une unité spéciale. Ce qui fait que je ne peux pas vous dire exactement le nombre de chiffres. Ouais. Une question? La question, elle ne va pas vraiment dans le sens de la maladie, mais c'est vous poser la question si c'était à refaire. Est-ce que vous allez être médecin et est-ce que vous allez choisir d'être cardiologue? Bon, je dirais oui. Malgré les conditions, je dirais oui.